80 caméras de sécurité extérieure sur l'ensemble du pâté de maison. 4 gardiens focalisés sur autant de caméras intérieures. Un badge magnétique individuel pour tout individu souhaitant accéder au hall. Une chambre forte, 20 mètres sous terre, protégée par une porte blindée de 3 tonnes et 61 cm d'épaisseur. Conçue pour résister à 12 heures de perçage d'affilée. Une clé infalsifiable associée à un digicode offrant 100 millions de combinaisons possibles. Passé la porte, la salle des coffres est dotée d'un capteur de lumière, d'un capteur de mouvement et d'un capteur de chaleur corporelle, tous reliés à des alarmes ultra-sensibles. Chacun des 160 coffres ne peut être ouvert qu'avec sa propre clé et son propre digicode. Chacun d'entre eux offrant encore 10 000 combinaisons possibles. Et comme si tout cela ne suffisait pas, un poste de police abritant 2 agents 24 heures sur 24 est situé à seulement 30 mètres de l'entrée du bâtiment. Lundi 17 février 2003, 7 heures du matin. Le gardien de service a suivi sa routine. Un café noir et un croissant à emporter dans le café-restaurant qui fait l'angle. Juste avant de passer les portes du hall, il secoue les miettes sur son col et réajuste son uniforme. Puis passe son badge. Tout est normal. Sur le bureau du poste de sécurité, le registre indique qu'il y a 48 heures, l'équipe du vendredi a quitté les lieux sans remarquer quoi que ce soit de suspect. Ce week-end-là, les yeux de la ville étaient rivés sur la finale des Diamonds Games, le prestigieux tournoi de tennis local. Venus Williams et Kim Clijsters, 2 stars incontestées du circuit féminin, se disputaient le titre. Mais l'industrie savait aussi qu'un autre événement capital avait lieu au même moment. De Beers, la plus grosse entreprise d'extraction de diamants au monde, effectuait une livraison des plus importantes au Diamond Center. De quoi irriguer l'Europe pendant de très nombreuses années encore. Le gardien s'assoit et se met à siroter son café en passant au crible les dizaines de caméras de sécurité du lieu, terminant par la salle des coffres. Sa tasse s'explose au sol. Sur les images en noir et blanc, il découvre impuissant les preuves évidentes d'un cambriolage. Des outils, des serrures et de nombreux débris de coffres éventrés jonchent le sol. Comment se fait-il qu'aucun des capteurs ne se soit déclenché ? Leur jauge indique encore une activité normale. Quand le gardien décroche son téléphone, il sait qu'il est déjà bien trop tard. La salle des coffres, inviolable, a bel et bien été forcée. Quant aux cambrioleurs, Mark Twain, le plus célèbre écrivain américain du 19e siècle, n'aurait probablement pas cautionné leurs actes, mais n'aurait pas non plus renié leur audace. Lui qui est à l'origine de la célèbre formule « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Bonjour, je suis Florian. Bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 4e que nous consacrons aux braquages les plus célèbres de l'histoire. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'incroyable casse du Diamond Center d'Anvers. En 2003, 4 complices italiens déjouèrent toutes les mesures de sécurité sans tirer un coup de feu et repartirent avec 100 millions d'euros de diamants. Il marche avec une élégance mêlée d'un certain flegme, cheveux gominés vers l'arrière, visage décontracté et sourire tranquille. Un signe de tête pour saluer le garde, et le voilà qui fait biper son badge. Puis se dirige vers le second sous-sol. Toutes les caméras fonctionnent parfaitement, il le sait. Et ça ne l'inquiète pas le moins du monde. Tout est prévu. Cela fait plus de 2 ans qu'il prépare son coup. 2 ans. 2 ans à se faire connaître de la gérante du centre, des gardiens et des diamantaires du quartier. 2 ans à surveiller les allées-venues de chaque employé, à reporter leurs horaires d'arrivée et de départ dans un carnet constellé de notes. 2 ans à attendre patiemment l'heure de frapper. Aujourd'hui, cette heure est enfin venue. Le temps qu'il a consacré à la préparation du casse ne lui a pas seulement servi à cumuler les informations indispensables sur la sécurité du lieu et de ses habitudes. Il lui a aussi permis de se fondre dans le paysage, d'en faire partie intégrante. Il est devenu l'un des visages familiers du Diamond Center.
Pour ce type de coup, tous les criminels savent qu'il est indispensable d'installer une routine et de s'y tenir, de manière à endormir la vigilance des gardiens. Ainsi, lorsqu'il descend dans la salle des coffres en ce 14 février 2003, un jour avant le casse, les gardiens ne prennent pas la peine de suivre son parcours sur les caméras. Erreur fatale. Avec une laque pour les cheveux qu'il transportait dans sa valise, il asperge les 3 capteurs, lumière, mouvement et chaleur corporelle, sans attirer la moindre attention, puis vérifie le contenu de son coffre pour la forme et ressort, comme si de rien n'était. En quelques minutes à peine, le cerveau du casse vient de neutraliser d'un seul coup 3 éléments clés de la sécurité, avec 24 heures d'avance sur la date prévue. La nuit suivante, une équipe de 4 hommes court-circuite l'alarme d'une porte de service à l'arrière du bâtiment, puis récupère la clé de la salle des coffres dans un local proche du hall. Le week-end, aucun gardien n'est présent. Pour le moment, tout se déroule sans le moindre accroc. Grâce à une micro-caméra dissimulée juste au-dessus du digicode, les cambrioleurs connaissent la combinaison du jour. Un jeu d'enfant. Les capteurs ne détectent pas leur présence. Sur les 160 coffres de la salle, ils en fracturent 123, remplissant à ras-bord leurs sacs d'émeraude, de saphirs, de rubis et autres bijoux sertis de pierre. Puis quittent les lieux vers 3 heures du matin, après avoir travaillé 5 heures d'affilée, et sans oublier d'emporter toutes les bandes vidéo des caméras. Ils empruntent ensuite des chemins séparés pour rejoindre l'appartement, partagent le butin, puis quittent la ville. Quand la pression retombe enfin, ils doivent se répéter à plusieurs reprises qu'ils ont réussi pour y croire. À 4, ils viennent de braquer sans violence le coffre-fort le plus sécurisé du monde. Avant l'aube, il est prévu que chacun d'entre eux roule plusieurs dizaines de kilomètres, puis brûle les éléments compromettants. Chacun sait qu'un braquage de cette envergure se joue dans les moindres détails. Les cambrioleurs ont eu le génie de tout prévoir, absolument tout. Mais la vie de tout homme peut être impactée par des contingences qui échappent à son contrôle. Malgré l'extrême minutie de leur préparation, leur casse n'était que presque parfait. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Notar Bartolo tient le volant de la camionnette des 2 mains, le regard tendu sur l'autoroute qui le conduit vers l'Italie. À sa droite, son complice, Elie Donorio, ne tient pas en place. Et pour cause. Les 2 hommes transportent à la fois des dizaines de millions d'euros en diamants et des preuves qui les incriminent directement. Ces diamants sont en leur possession parce qu'ils viennent de les voler dans le complexe le plus sécurisé au monde. Et s'ils ont tout fait pour prendre la fuite avec 24 heures d'avance sur la police, celle-ci ne va pourtant pas tarder à les identifier. Leonardo Notar Bartolo est un modeste bijoutier turinois d'une 50aine d'années. Mais il est en réalité bien connu des autorités italiennes, car déjà condamné par le passé pour vol de diamants. C'est à cette activité qu'il a consacré sa vie jusqu'à devenir un expert dans les casses, et pas n'importe lesquelles. Les casses sans violence. Celui du Diamond Center offrait toutes les garanties nécessaires. Bijoutier italien certifié, Notar Bartolo peut louer un bureau dans le centre, au plus près de sa cible. Et il sait très bien que l'industrie du diamant belge n'a juridiquement pas le droit d'obtenir des informations concernant sa vie italienne. Il ne peut donc être perçu que comme un honnête commerçant, et se voit octroyer un espace de travail, une place de parking, un coffre individuel, soit en clair un accès libre au bâtiment tout entier. Sa réputation faite et son activité installée à Anvers, il s'entoure de 4 amis de longue date, qu'il sélectionne pour leurs spécialités respectives. Donorio, qui scrute anxieusement le rétroviseur en torturant ses doigts, est par exemple un expert en électronique. C'est grâce à lui que toutes les alarmes du centre ont été déjouées. Malheureusement pour l'équipe italienne,
ce génie qui détenait la clé du casse est aussi celui qui va précipiter l'arrestation des cambrioleurs. La camionnette s'arrête brusquement sur la bande d'arrêt d'urgence. Don Orio ne tient plus en place. Il panique, respire trop vite et verbalise à haute voix toutes ses inquiétudes sans parvenir à s'arrêter. Impuissant, Notar Bartolo le voit se saisir des sacs poubelles contenant les preuves, qu'ils avaient prévu de faire entièrement disparaître par le feu, et les jeter dans le champ jouxtant la barrière. Don Orio ne supportait pas de transporter ces éléments, et s'en séparer le rassure immédiatement. Les deux hommes reprennent la route vers l'Italie, mais le mal est fait. Dès le lendemain, le propriétaire du champ découvre 2 sacs d'ordures, les ouvre et trouve plusieurs diamants, des documents officiels du centre, des tickets de caisse portant l'identité des suspects et même une carte de visite. Pour la police, qui n'avait absolument aucune piste, cette trouvaille est un véritable miracle, totalement inespéré. Quand Notar Bartolo revient au centre 5 jours plus tard, jouant de son charme, se faisant passer pour une victime inquiète après le casse, la police belge le cueille sans difficulté. Entre-temps, les autorités belges ont pu contacter la police italienne et n'a plus aucun doute quant à la culpabilité avérée de cet homme déjà coupable de crimes similaires. Il plaide non coupable, mais les preuves sont accablantes. En tant que cerveau, Notar Bartolo écope de 10 ans de prison. Et ses complices, arrêtés quelques années plus tard, seront également condamnés. Quant aux diamants de l'impossible casse d'Anvers, aucun n'a jamais été retrouvé. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.